Donc c'est la première intervention d'aujourd'hui, la première table ronde sur les thématiques autour des films projetés. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est les femmes océaniennes, survie, fantasme et avenir. Et du coup, pour en parler, on a Lisa Tauma qui représente le film Myth and Maidens, Cécile Rivière pour Myrjana, La valeur d'une femme, et Paul Wolfram pour Marimari. Et à la modération, la fantastique Marie Valleux. Je vais laisser la parole du coup à nos intervenants qui sont devant vous sur le pépé. Le micro ne fonctionne pas. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette table ronde, la première de cette journée. Merci également à tous ceux qui nous suivent en live streaming sur la page Facebook du FIFO. Donc aujourd'hui, pour cette table ronde, on aborde une thématique récurrente du FIFO qui s'intéresse à la condition des femmes en Océanie. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Lisa Tauma, directrice de Coconut TV, fondatrice de Coconut TV, et également réalisatrice et productrice. Cette année, elle présente le film Myth and Maidens en compétition de ce 22e FIFO. Lisa, merci beaucoup d'être avec nous. À ses côtés, on a aussi l'honneur de recevoir Paul Wolfram, réalisateur du film Marimari, également présenté en compétition cette année, et qui vient pour la première fois au FIFO, si je me trompe. Et pour boucler cette table ronde, on accueille également Cécile Rivière, de Nouvelle-Calédonie, qui est la co-réalisatrice du film Myrjana, la valeur d'une femme, un film également en compétition cette année. Donc applaudissez s'il vous plaît, hein. Ces trois réalisateurs ont réussi, entre guillemets, l'exploit d'avoir un film en compétition de notre festival. Et pour y avoir participé plusieurs fois, je vous assure que ce n'est pas rien. Merci à tous les trois de m'accompagner pour cette discussion. Et puis encore, félicitations à chacun pour la sélection de vos films dans la catégorie en compétition. Donc, cette table ronde va s'intéresser effectivement à la situation, à la condition des femmes en Océanie. Le sous-titre est « Survie, fantasme et avenir », puisque ces trois mots résument ou traversent un peu les thématiques de vos trois films. Pour commencer, j'aimerais commencer cette table ronde avec Cécile pour parler de Myrjana et de la condition des femmes kanaks. Donc, le film explore plusieurs aspects liés à la place des femmes dans la société kanak aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots rapidement un peu quel est le statut des femmes dans cette société kanak? En fait, en Nouvelle-Calédonie, je vais dire des généralités, parce que je pense aussi qu'il y a des exceptions et qu'il y a des tribus ou des endroits où ça se passe autrement. Mais globalement, la femme est en retrait par rapport à l'homme. À titre d'exemple, elle n'aura pas le droit de parler quand il y a des réunions ou des coutumes. Et la parole est exclusivement masculine. Donc c'est un des marqueurs de sa position. Et ça se décline de différentes formes dans le quotidien des femmes. Donc les hommes sont traditionnellement mis en avant. On dit souvent d'ailleurs que, les femmes souvent peuvent dire c'est eux qui sont en charge du travail, c'est eux qui sont responsables. Donc c'est normal en fait cette mise en avant pour beaucoup. Or, quand on creuse un peu, on se rend vraiment compte que le travail est effectué aussi par les femmes, même le travail coutumier. Et malgré tout, la mise en avant, c'est toujours l'homme. Donc,
Après, encore une fois, ce sont des... Bon, je dis vraiment quelque chose d'assez généraliste, et il peut y avoir des exceptions et des endroits où les choses ont commencé à bouger, où ça évolue. Mais voilà, notre sentiment, en tout cas, quand on s'est mis en marche et qu'on a été à la rencontre des femmes, ça a été vraiment celui-là le premier, c'est-à-dire les hommes devant, portés par les femmes, et les femmes en dessous, dans le silence. Voilà. D'accord. Quelles sont du coup les représentations ou les stéréotypes auxquels elles font face? La première chose qui me vient, c'est l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. Elles ont une très faible estime d'elles-mêmes. Quand elles vont se définir ou définir leur rôle social ou familial, elles vont dire « ma place c'est derrière la marmite, dans la cuisine, et jamais plus loin ». Et voilà, il y a ce travail à faire, parce que si on est cantonné à ce rôle-là dans la société, c'est aussi parce que tout le reste ne les concerne pas. Donc elles ne vont pas prendre part à la réflexion, par exemple, sur les décisions communes de la vie de famille ou de la vie de la tribu. Et voilà, je pense que c'est leur plus grand défi, c'est d'arriver finalement à faire entendre leur voix, et dans une société qui finalement les enferme dans cette position de femme, mère de famille, nourricière ou gardienne de la cuisine, de la nourriture, de l'alimentation, et encore ça va s'arrêter là. Donc tout le reste est un défi en fait. Faire des études, prendre une place dans la société. Donc je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais... Si. Ouais. Et alors, j'ai complètement oublié de le préciser, mais ces observations, tu les réalises au quotidien, puisque au-delà de l'audiovisuel, tu es aussi sage-femme. Oui. Et donc tous les jours, tu es confrontée à des réalités qui ont... C'est vrai. En fait, mon premier métier est d'être sage-femme. Le statut de la sage-femme en France et dans les territoires et pays français est un peu différent d'ailleurs dans le monde, parce que la sage-femme est en charge de la santé des femmes de 10 à 90 ans. Donc on a vraiment cette mission de prévention, d'accompagnement de toutes les étapes de la vie des femmes, que ce soit les grossesses, mais aussi la contraception, la prévention contre les cancers féminins, la ménopause, etc. Donc on est vraiment, les sages-femmes ont cette patientèle de femmes, et elles accueillent vraiment tous les jours, au-delà de la problématique de santé ou de la question de la santé, elles accueillent aussi la définition que les femmes ont d'elles-mêmes, elles accueillent leur quotidien, et elles ont cette mission d'accompagnement. Si bien que, oui, tous les jours, en fait, en tant que sage-femme d'abord, j'ai été confrontée à cette réalité. Et c'est ce qui a motivé en fait mon envie d'écrire ce film documentaire. Et voilà, petite précision aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. J'ai écrit et j'ai produit le film documentaire, et c'est vraiment Stéphane qui l'a réalisé. Oui. Stéphane Ducandas qui est aussi mon époux. Et voilà. Donc c'est juste une précision, mais voilà, ce qui a motivé mon envie d'écrire ce film, c'est que je sentais bien qu'il y avait quelque chose à faire, et que finalement, en tant que sage-femme, j'aidais individuellement une personne ou une femme que j'allais accueillir ou recevoir quand j'y parvenais, parce qu'on n'y parvient pas toujours. Et j'avais aussi cette frustration de me dire, finalement, je ne me sens pas assez impactante, et il y a quelque chose de plus à faire. Et ça a vraiment motivé ce projet de film.
D'accord. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser effectivement que le film était réalisé par Stéphane. Je ne sais pas s'il est là ou... Il est caché. D'accord. Bonjour Stéphane. Et donc, juste à l'instant, tu disais que dans ta pratique professionnelle, tu essayais de venir en aide aux femmes de manière générale. Dans les cas où ça ne fonctionnait pas, où tu n'y arrivais pas, qu'est-ce qui bloquait le plus souvent? Ce qui bloque souvent, c'est la peur de mourir, par exemple. La peur aussi d'être rejetée par sa propre famille. Parce que quand une jeune femme décide de partir avec son conjoint, avec la personne qu'elle choisit pour construire sa vie, elle quitte son foyer et en fait, ce retour en arrière et de se dire à un moment je vais me retourner vers ma famille, elles ont un sentiment d'échec. Et si elles sont mariées en plus, il y a des coutumes en fait de mariage qui font que les femmes finalement changent de clan et n'appartiennent plus à leur clan d'origine. Et c'est vraiment la honte de revenir en arrière et la peur de décevoir et au-delà encore la peur de mourir. Donc je pense qu'il y a vraiment tout ce carcan autour qui bloque les femmes dans leur choix. Et enfin, le dernier élément, c'est probablement aussi le sentiment que, bon, d'une part, elles n'en ont pas le droit puisque coutumièrement ce n'est pas autorisé, et d'autre part, elles n'en ont pas la capacité parce qu'on leur a toujours dit qu'elles n'étaient capables que d'être des mères au foyer, derrière les fourneaux, à la cuisine. Donc elles n'ont pas en fait suffisamment confiance en elles pour croire qu'elles peuvent elles-mêmes se mettre en mouvement et choisir une autre voie pour elles et parfois pour leurs enfants. Voilà à peu près ce que je pourrais résumer. Merci Cécile. Donc, le film Myrjana, la valeur d'une femme le point de départ, c'est le féminicide de Myrjana. Alors, on rappelle quand même la définition du féminicide, hein, c'est pas juste l'assassinat d'une femme, c'est le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Et c'est exactement ce qui est décrit dans le film, c'est l'histoire de Myrjana et de beaucoup d'autres femmes partout dans le monde, en réalité, pas que en Calédonie ou ici, mais enfin, je ne sais pas si c'est une particularité, mais de ce qu'on en entend en réalité, c'est que ce meurtre des femmes est surtout perpétré par un conjoint ou un ex-conjoint. Quelle est, dans ce cas-là, tu parlais justement de la peur de revenir en arrière lorsqu'une femme était mariée. Comment est-ce que... Quels sont les moyens mis en place pour essayer justement de sortir de ce cercle vicieux? Alors, les institutions, les associations et les organisations en général ont mis en place des systèmes d'urgence pour les femmes qui sont en grande détresse et leurs enfants. Donc ces systèmes, ils existent depuis plusieurs années et ils sont fonctionnels et quelques femmes y ont accès et heureusement qu'ils sont là. Malgré tout, ça n'a pas suffi jusqu'à présent à infléchir vraiment les chiffres des féminicides en Nouvelle-Calédonie. Je parle de la Nouvelle-Calédonie, mais de toute manière, pour moi en tout cas, c'est une problématique qui est vraiment universelle. Et je parle de ce que je connais puisque c'est là où je vis, mais je pense qu'on peut avoir les mêmes échos à travers le monde. Donc ces institutions, ces organisations, elles existent et elles aident certaines femmes. Mais à mon sens, les femmes elles-mêmes n'ont pas été suffisamment associées à leur propre lutte et à leur propre combat. C'est-à-dire qu'elles savent que ça existe et elles vont y avoir recours dans des cas extrêmes, parfois suffisamment tôt pour qu'elles puissent s'en sortir.
Mais dans le reste du temps, finalement, elles ont vraiment l'impression que c'est la solution du dernier... voilà, c'est la dernière issue avant la mort. Et il manque, pour moi, l'accompagnement des femmes et les transmissions féminines positives, les transmissions le fait de leur refaire prendre conscience de leurs propres valeurs, de leurs droits, de leurs compétences, de leurs capacités, de leur capacité à changer leur propre environnement. Et c'est ce sur quoi nous, en tant qu'association, puisqu'on a créé une association à l'issue du film qui s'appelle Myrjana.org, et je vous invite aussi à aller visiter la page. Nous, en tant qu'association, on a essayé de se positionner là où on avait trouvé finalement personne, c'est-à-dire parler de la valeur des femmes, parler de la définition, aider les femmes elles-mêmes à retrouver une définition plus humaine d'elles-mêmes. Parce que vraiment, quand on a fait ce film et qu'on a rencontré les femmes, moi je l'avais déjà au cabinet, c'était mon quotidien de sage-femme, mais j'étais enfermée en fait entre les 4 murs du cabinet. Et là, finalement, elles ont accepté de dire au monde et dire à leurs sœurs de la Nouvelle-Calédonie, de l'Océanie, quelle représentation elles avaient d'elles-mêmes. Et c'était vraiment très violent à entendre en tant que femme. Et on a eu envie de travailler là-dessus. Donc, c'est le levier et l'outil sur lequel nous, on a misé pour compléter ce qui existe déjà au niveau des institutions. Redonner aux femmes une image humaine et digne d'elles-mêmes. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Alors, je vais passer à notre prochain invité, Paul Wolfram. Paul, merci d'être là parmi nous. Donc, tu as réalisé le film Marimari, je le disais plus tôt. Et donc, ce film nous mène à la rencontre d'Evelyn Kunda, une femme militante pour les droits humains en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les hautes terres orientales de Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment et plus précisément dans la ville de Goroka et sa périphérie. Et elle œuvre notamment à venir en aide aux victimes d'accusations de sorcellerie et à toutes les violences qui sont liées à ces accusations. Lorsqu'on a reçu le film au FIFO pour cette année, on était tous très étonnés, enfin tous, la plupart d'entre nous étions très étonnés de cette problématique. Alors, depuis quand est-ce que ce phénomène, ces accusations de sorcellerie ont commencé en Papouasie-Nouvelle-Guinée et ont pris une ampleur qui aujourd'hui pose une réelle question sociétale? Thank you. I'll just start by saying that I'm a little bit embarrassed to be sitting here talking about a Pacifica woman as neither a woman or a Pacifica person. So I apologize. But my protagonist and my friend Evelyn Kunda could not be here today. It's not surprising to me that many people don't know about the level of violence and the sorcery accusation that is going on in Papua New Guinea. These things are relatively recent. They're not part of the traditional culture of the people. Well, there's a long-standing traditional magical belief system. There is no this idea that you would turn around and kill somebody who's been accused or people think is part of witchcraft is a completely new thing in Papua New Guinea. Maybe 15 to 20 years it's been going on. And these things have only started to spread out from, it looks like historically from my research, I can see they began in the Shimbu province and have spread out across the highlands in both directions, to the extent where, as you see in the film, there are out in Wabag, which is a sort of 2-3 provinces across from Shimbu, these ideas only reached the Wabag province in 2015. And now the level of violence around sorcery accusation
is reaching hundreds of women are being killed every single year as part of these accusations. It's shocking how rapidly it's been grown. It's been typified as a sort of a wildfire that is spreading throughout Papua New Guinea. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux rappeler combien de temps a duré le tournage du film? Combien de temps ça t'a pris pour faire le film? I've been working in Papua New Guinea for many years myself in various different communities, but my work on Marimari began in 2018. I did some preliminary research, and it wasn't until 2019 that I came across Evelyn Kunda, the human rights defender who is part of a network, an underground network of women looking after the survivors, those people accused of witchcraft who somehow escaped their communities. What often happens in village communities where these ideas exist around Sanguma, around witchcraft accusation, is there'll be a death of often a big man, an important person in the village, and immediately after the death, accusations will begin. Who's responsible for this death? And they find the most vulnerable people in the community, not always women, but by far the majority seem to be women. Often older women, those whose husbands have died, or younger women who are who's also maybe their husband has died through an accident, and in many ways you can see the direct line between the thought that this person is a burden on the community. This young woman has no land rights, and so the community have to look after her now in that reciprocal way in which communities used to look after each other. But now there's a sort of a motivation, and I'm not saying there's a direct line in their minds, but from an outside perspective, you can see that here is a person who is potentially seen as a burden on the community, and they accuse her. Most of those people who are accused, we never hear about. They are tortured and then murdered in their own communities without it ever becoming into the awareness of the police or anybody outside that community. Occasionally, they manage to escape the situation. And the only place they can go to are the towns and cities in Papua New Guinea. All land is tribally owned, and so towns are places where people come together. Towns are very dangerous places, particularly for women in Papua New Guinea. And when they arrive in the towns, it's people like Evelyn Kunda who are looking out for sorcery survivors and bringing them back into her house and looking after them. She does this with no resources, with no support or funding from government or any sort of NGO. She works purely out of what she calls Marimari, that compassion work that she feels compelled to do to help save these women. But she and the other human rights defenders risk their lives to do this. Their association with these witches mean that they will potentially be attacked themselves. It's very dangerous and difficult work that she does. Oui, c'était ma question suivante, justement, parce que on suit le travail d'Evelyne au quotidien, et on se rend compte également dans le film que au-delà d'être un travail difficile et harassant, c'est aussi un travail dangereux. À plusieurs reprises, elle-même se met en danger. Est-ce que où en est-elle aujourd'hui? Est-ce que les choses changent ou pas? They are changing. They're changing in the wrong direction. The numbers of sorcery accusations are going up. And the idea of Sanguma, this complex where we accuse people in our own families of sorcery, is becoming greater in the last few years, so not diminishing at all at the moment. Papua New Guinea is a place where I think Human Rights Watch in 2023 said it's one of the most dangerous countries in the world to be a woman or a girl. 3/4 of women in Papua New Guinea experience domestic violence, and it's estimated by Human Rights Watch that 50% of women have been raped. So the numbers are just astounding. And it goes back to things about representation. There are 3 women in
Papua New Guinea's parliament at the moment. So minimal representation. I know that last year when there was an election in Papua New Guinea, Evelyn and the other woman went to go and vote. Their names were taken down and somebody went and took their vote for them. This happens all the time. So women do not have representation, and they are treated, like Lisa articulates really well in her film, in the 19th century, 18th and 19th century in European thinking, women were thought of as chattels. And this is very much still the thinking in these parts of Melanesia today. Bride price is paid for women, and once the husband's clan has paid for that woman to move into their community, they become thought of as owned by the community. And men often think they can do what they want with the woman. They are theirs to dispose of or use as they see fit. It's reaching sort of crisis levels, and this is what motivated me to try and tell these stories, because so little is known about what is going on in Papua New Guinea, the situation for women. And this doesn't speak for all of Papua New Guinea. The communities I used to live in the outer islands are matrilineal, which means that the women own the land, and I've never seen domestic violence there. It does occur, I'm sure, but the levels of it are so much lower. It's in the highlands where that patrilineal and patrilocal residence mean that women are sort of divested of all sort of support networks once they're married. They become owned by both the new husband and his tribal group. J'ai alors une question. Je ne sais pas trop comment peut se poser cette question, mais en quoi et de quelle manière le fait que Evelyne soit une femme influe sur son travail et sur ses succès ou ses échecs. Pourquoi est-ce que c'est important que ce soit une femme qui fasse ce travail? Parce qu'on voit dans le film qu'il y a aussi des hommes qui sont des compassion workers. Il n'y a pas que des femmes, mais est-ce que ça change quelque chose? Yeah, this is a good question. You see in the film a man named Dixon Tanda, who is rescuing people from sorcery violence in Wabag province, and he's able to go into hot situations where people are actually being tortured in the moment. He hears about them, people call him, he goes to that village and he tries to rescue them physically from that situation. And in fact, it's sort of astounding that he produces 20 kina and gives it to 5 men in the film, and that's all they need to completely change their situation and become a collaborator, a helper with him to try and rescue the woman. Until those moments, they've been involved in torturing those women. He provides them with 20 kina. This must be the equivalent of 100 francs. Very little money, but they switch around almost immediately. And so as a male, he's able to do this work. It's very risky for him as well. He's been attacked, and his skull was split at one point during an attack, but he's still doing that work. What he can't do, and what Evelyn can do, is talk people through their trauma after their attacks. So Evelyn does not go into hot situations like that. She will not put herself at that level of risk. She will receive the survivors after they've managed to escape, and help them to rebuild, because they're absolutely traumatized. Often for weeks they can do nothing but sit in the house and sit in silence, and she tries to open them up and talk to them and try and remember what it is to be alive, to have some view towards the future. And so she very gently and expertly rebuilds their mind so that they can begin to function again as a person. She does this over weeks and months, and then is able eventually to help find out what they want to do next and support them to do that, whether that's relocate to another region, or often those relocations are so difficult to do that the only option becomes trying to move back into the community
that attacked them. Now, that seems at first to me like a madness. Why would you send a person back to the community that attacked them? But I've come to understand that if we were to relocate all of the survivors to new locations, half of Papua New Guinea's highlands would be living in different places. It's not a sustainable way of solving this problem. Evelyn's indigenous, her own solution to the problem of sorcery violence is a sort of what I would call a radical acceptance. She's willing to forgive and try and re-establish community. Because if we keep on, as she says in the film, if we keep on separating from each other and separating, we'll have no community. We must come back to our communities and try to rebuild those things. So you're quite right, there are places for men and women to do this work, and there are some brave men doing the work, but the majority of the human rights defenders that I've met in the Highlands are women working in what I call the underground network, because they share resources, but they're doing it in such a way where no one else can see. It's often hidden within their communities. The more exposed that they would be if they knew that they were helping these people would put them at greater risk. Merci beaucoup, Paul. J'ai une dernière question sur ce sujet, mais là plus une question technique pour le réalisateur. Donc le film est projeté en compétition, il a déjà été vu 2 fois, je crois, depuis le début de la semaine. Et on a quelques retours du public qui est parfois très surpris, choqué ou peut-être même mal à l'aise par la violence décrite verbalement ou également visuellement. Le film est très graphique dans certains moments. Pourquoi avoir fait ce choix dans la réalisation de Marimari? Yeah, this is I perceive as a fair question. It's a very direct film, and I make no apologies for that. There is no gratuitous violence shown, but you do see the moments before and the moments afterwards, and it's absolutely shocking. And this is what I wanted to do, and to show the world what is really going on in the Highlands. We can talk about these things and we can imagine them, but to confront them like that and to see the levels of violence in these communities, it shocks me, and I hope it does shock the audience. I think it's called for in this film. I wouldn't recommend the film for children. It's not designed for children. Yes, it's not actually. Yeah, it's designed for an adult audience to open their eyes to what is really going on. And I might mention that if you've seen the film and it's playing again tonight, I think it's 7 o'clock. If you're interested in contributing to Evelyn's Safe House, then I have these cards that will show you how you can contribute. Feel free to take one later. Sorry, it seems a bit mercenary, but my producer and Evelyn deserve to do what I'm often too embarrassed to do. Yes, and that's the perfect occasion. Thank you. So it's not an easy watch, and it requires some bravery from the audience too to go through that. This is what Evelyn is dealing with every single day, this sort of horror in her community. And I think we're confronted by a horror on television all the time, but when we see it in our own Pacific backyard, with our own people, our own Pacifica brothers and sisters going through these things, I hope it moves people to help bring about the change that's required in Papua New Guinea. Papua New Guinea needs support. It cannot find its way out of these problems without support from other Pacifica nations. Thank you. Merci beaucoup, Paul. On va passer à notre dernière invitée de cette table ronde, Lisa Tauma, réalisatrice du film Myths and Maidens. Lisa, c'est la 2e fois qu'un de tes films est en compétition du FIFO. Le premier, c'était Marks of Mana. 3 fois, pardon. Alors, le dernier était Marks of Mana en 2019. Et cette année, avec Myths and Maidens, tu reviens encore une fois avec un film sur la condition des femmes océaniennes et plus particulièrement des femmes polynésiennes. Et dans ce film, tu nous emmènes
à la rencontre d'une chorale de femmes polynésiennes. Elles sont très nombreuses et chacune se confie à la caméra, confie ses réflexions, ses convictions sur la situation des femmes chez nous. Comment réellement, pratiquement, techniquement, peut-être trivialement, comment tu as fait pour réunir autant de personnes, autant de femmes autour de ce projet? Myrjana, thank you. I just want to acknowledge Marimari and Paul's work in that space, because with the title of this conversation about survival and fantasy, I feel like this story deals with survival on an aspect that Myths and Maidens, for example, is very in the realm of the fantasy element of this panel. And in terms of gathering all these stories together, for me, what's really missing from the narratives in my film are some of the stories. You know, PNG is, you know, as we know, it's the place of such extreme trauma, and like our Kanaki populations. But my film was made for 2 cents, and I had no resource to include those narratives. But I think it's so important. You know, you talk about it not like being a brave watch. It's the truth of Evelyn, you know, and those are really important things to put forward in narratives. And in terms of collecting stories around the region, you know, for the doco I feel like those narratives are the ones that need to be a part of these conversations, because many of our islands operate in different levels of privilege, you know. And I was really thinking about Marimari and survival, and how Myths and Maidens presents stories from across the region that deal with, you know, making Pacific women feel seen, you know, and the validation of us. But if you compare it to women who are operating on a survival level, you know, who don't have any luxury to sit around and think, oh, how are Palangi people viewing me? You know, it's such a luxury, you know, when you're dealing with a survival space where your thoughts are, where's my next food coming from? How am I going to stay alive? You know, so I think it's important to acknowledge the levels of trauma that we're dealing with in the Pacific. But I was very privileged to be able to film women from lots of different parts of the Pacific for Myths and Maidens, because it's a story about how the ways the outside world have seen tangata Māori females in all the different islands, and it all comes down to how we were colonized, you know. And so Wallace spoke really beautifully at the opening of FIFO about how the history of representation of us in the Pacific was always around landscapes, you know, and but I would say as part of that, it was landscapes and a woman, and a very exotic woman, because women are so entrenched in the message of land being available. The land is available, come here, and we are also available. And so I think that message is very intertwined in our history of representation in the Western world. And then he also spoke about our first struggle was always invisibility, which we know particularly from the Melanesian regions. You know, there's just a history of invisibility in Western narratives. And then our next struggle is resistance. And so what I really wanted to do in connecting all the different stories is, first of all, being able to show women, you know, in the Solomon Islands or in Fiji, some of the stories of the women in Hawaii and Tahiti, you know, and women in Tahiti may have never seen any of the stories of, you know, our Melanesian sisters. And in Samoa, we're only interested in ourselves, but we may not have seen the stories of other women. So
target audience is absolutely Maori woman, Pacific woman, and I just want to create a big conversation because we're so disconnected from each other by language and by who colonized us. It's a very long way of answering. Non, c'est très bien. Ensuite, alors, pour rebondir sur ce que tu disais à propos de survie et fantasme par rapport aux histoires de Marimari ou Myrjana, alors, je suis d'accord avec toi, mais pas complètement, puisque dans Myth and Maidens, on parle également de survie des femmes, d'un autre type de survie qui est évidemment pas comparable à ce qu'a vécu Myrjana ou ce que vit encore aujourd'hui Evelyne, mais on parle de survie identitaire et de visibilité, et à ce titre, je pense que c'est tout à fait les combats et les luttes, les défis des femmes au quotidien sont tout à fait les mêmes dans tous les cas. Et donc pour revenir à mes questions, on voit aussi que dans le film Myth and Maidens, entre fantasmes et stéréotypes, réellement, ce qui est vraiment très difficile aux femmes aujourd'hui, c'est tout simplement d'exister. Pour en revenir à ce que disait Wallace aussi à l'ouverture, résister, un acte de résistance aujourd'hui permet d'exister, et vos films sont d'extraordinaires actes de résistance également. Mais alors, pourquoi ce film, pourquoi Myth and Maidens est important, il est important qu'il soit vu, pourquoi, et pourquoi aujourd'hui? It's because of our invisibility, but it's because it's more important than ever. If you just look at numbers of population, the female population in the Pacific is the biggest, and the young female population. So why now is because we need all these young women to just see themselves, see themselves on screen, and see that it's not. What I want to do is not just create, strong connective stories, but I want to create a young Pacific female audience as being a valid audience. I want to create this. I want to. Because it's always the thing about who is speaking in the storytelling and who is being spoken to. And I want to say, you are being spoken to. It's not any Pālangi commercial theatre audience. It's you. And it was wonderful being in the school session the other day with all the young school students and lots of them were all young girls, and they were really into it. And I was just trying to, it's like you are the absolute privileged target audience for this film. And also I want to validate that their stories, which we've all been taught are not important, like you were saying about, just that we're in the kitchen in the umukuka, and we are the bottom of the barrel in all our political representation, but your stories are so valid and they're so important. Our mahu community, we watched Fiere, and it's so beautiful just having that mahu audience being spoken to. You are the main audience for this. You are being addressed, and that's just so much a strong part of representation. It's, our sisters in First Nations Australia, they always say, you have to see it to be it, and it's that kind of validation. It's really important. Merci Lisa. Et donc une autre question plus sur ton travail au long cours, la thématique des femmes et encore une fois de toutes les femmes et de leur émancipation, de leur empowerment. C'est une thématique qu'on retrouve dans beaucoup de tes films et qui est présente
presque partout où tu t'exprimes et dans toutes les histoires que tu racontes. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi comment dire, ce travail sur les femmes? It's because there's so much inequity, you know, in the films that we see and the spaces that we see it. It's fantastic that FIFO is putting forward so many female narratives and our rainbow narratives, and you know, and because there's so little spaces really that they're shown, you know. So a lot of my work, but the work of the people that are in our production company, it's strong narratives of indigeneity, female, and our rainbow community, you know, because, and then, you know, when you connect to those audiences, because there's so few stories, even now, there's so few stories, they become so, they're just so overjoyed. You know, it's the joy of it, of seeing yourself on screen. And, you know, that whole thing about Wallace talking about the struggle of resistance, well, this is our joy is our resistance. It's all we've got, you know, and so I want them to be really celebratory, like stories that recognize trauma, but it's more about our fight joy is so much a part of our fight, and the way we are as Pacific people, and the way Pacific women are, and a lot of our minority communities, like, it's amazing to me. Like, I really thought about that watching Fier, is that no matter, you know, we are all, these communities are so discriminated against, and the traumas, you know, it's so terrible, some of these things that are happening to these communities, but the resilience and the joy within our communities, and we know the way we are, you know, it's like, I feel like you can take so many things away from different communities, but you can never take our joy, our spirit, and our mana. I've just gone to a whole place with that. But, you know, I think that's so important to realize, and I think people often don't realize the way we are as Pacific people with our connections to community and the way we have community. You know, a lot of Palangi societies don't come with community, and our resilience and our joy and our spirit, you know, and you look at all the navigating communities, you know, it's that connecting spirit, and no one can take that. La progression du film, de la réalisation et de l'écriture, surtout au fil de la rencontre des différentes protagonistes, font de Myth and Maidens un film un peu particulier, parce que c'est pas un film noir, mais c'est pas non plus complètement un feel-good movie. Et parce que au final, il dépeint des réalités très actuelles de certaines femmes, enfin de la condition des femmes, dont certaines souffrent. Et donc à ce jour, quel a été l'impact du film par rapport à cette question-là? It was really good. Like when I've loved screening it with audiences of Pacific women, and when I've shown it to different audiences of Pacific women. So it's played in the Solomon Islands, and it's played in Hawaii, and in Australia and here. But I love it that it just starts a conversation, and then women come up at the end and they talk about their stories, and you know, and then it makes it a whole conversation. But I think that one thing that I had to do in the film, which is interesting, in, you know, when I think of Marimari, there were stories of absolute abuse. So there were stories of these women who in our societies are the dark-skinned woman,
And the things that happen to you when you are taught you are worthless always involve abuse, you know, sexual abuse, terrible abuse. And then I had to make the choice with one of the Papuan women in the film not to put those stories in, because our communities and the island she's living in is so small. I was just too worried about what would happen to her after, and so I had to make some choices about not including some content in terms of what you're asking, just because you know, some of the things that were told in a trust basis, you know, to me, but I was too worried about what the domino effect would be within their families and things, and so those weren't there. But as you're saying, you know, like I wanted to acknowledge the thing, and in Samoa, you know, like I really wanted to shine a light on some of the issues in Samoa, which is my closest community. Just with how, because of the way we're heavily Christianized and colonized, like the everyday situation with how women who are dark-skinned Samoans and our Melanesian community in Samoa, just how everyone's been taught, you know, at no matter what level, to treat, you know, our own communities and the colorism, but that you know, even today, we have a Solomon Islands community in Samoa who are treated terribly. They've just all been dispossessed from their land. They were bought as indentured labourers, been there for 100 years, no status, you know, like, and you know, like I recognise in my community the absolute racism that we have learnt, and the ways that, and I see that in so many islands, yeah. Merci beaucoup Lisa. Alors, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas, que le temps passe. Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions Oui, on a encore une dizaine de minutes pour les questions du public. On va prendre une ou deux questions du public. Si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez surtout pas. Ils sont là pour vous répondre. Bonjour, j'avais une question. Donc, comment vous avez choisi, je parle, je sais plus, pour la dernière intervenante, comment vous avez choisi les femmes qui s'expriment lors du documentaire? Est-ce que c'était un casting ou... It was very hard because I had very, very, very small money to make it, but I wanted to choose a variety of women from different sorts of professions and different types of women from different countries, but it was very limiting for me. But I also wanted to include women that like younger women, and you know, it's very hard because you're trying to tell, it's when you get too sensible, you're trying to tell this, and so it you know, like I'm trying to look at age varieties, and I'm trying to include our mahu women, and I'm trying to include you know, young women who are in popular culture as well as academics. I don't know how I select. I just kind of worked out who the women were I knew in different countries that had stories. And you know, so then you're only dealing with the tip of an iceberg. Est-ce qu'il y a... Thank you all for the conversation. Lisa, I'm glad you picked up on Wallace's comment about resistance. That's been running through my head also, a move from existence to resistance. And I was sitting here thinking about your film, which I enjoyed so much, and I was thinking about the cost of resistance, because it takes a toll, it's effort to resist, right? But then I also was reminded of that auntie figure dancing in a row to save a mountain in your film, and the kind of conclusion I've come to, which I'd like to hear your thoughts on, is the celebration is also a form of resistance, yes? And that's a big theme, perhaps, of your film. So I'm just curious whether that, when we think about the cost of resistance, there's an opportunity there also in terms of celebration, and that can form a really vital part of resistance. Does that make sense?
100%, because it's our celebration that's also connecting us to kaupapa, you know. It's what I was saying is that's absolutely resistance, and but it's because with what's happening in the world, like, I just think we've got to bomb people with all these stories, you know, because they're anti-narratives to, you know, you look at the way our social media algorithms are getting manipulated and taken over, and we've got to get, you know, all these images of brown triumph, and, you know, they're never more important than ever before. And yeah, auntie, maunga kia, and, you know, it's just all, and none of us really register that when we're, you know, in those moments. But it's so important to know that this is also putting forward to the world an alternative image. Yeah. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Bonjour tout le monde, merci pour le témoignage. Je veux parler de la femme à Nouméa. J'ai vu le film, j'ai vu que les hommes ne sont pas prêts à changer. Je ne pensais pas qu'on est au 21e siècle et que j'encourage les femmes à se battre, parce que moi je suis maman, je dis à mes enfants, vous avez le droit, vous êtes égaux comme les hommes, vous avez les mêmes droits. Mais malheureusement, on ne peut pas. Alors, je me suis posé encore des questions. Comment on fait pour casser? Comment on fait pour que ça change, pour que l'homme change? Parce qu'on dirait qu'il veut dominer, il est égoïste. Et comment on fait pour changer cette génération? Je pense que c'est ces femmes qui ont protesté, qui comptent, qui doivent changer et enseigner à leurs enfants. Je ne sais pas, ou bien qu'ils restent avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, qu'ils changent, qu'ils ne restent pas entre eux, je ne sais pas. Mais assumons une solution. Après, je vais revenir à le monsieur à côté, là. J'ai vu que, je ne savais pas qu'il y avait aussi, mais je pense qu'il y a toujours eu de la sorcellerie et des femmes qui ont été injustement accusées ou bien lancées de sorts, parce que la femme aussi a un pouvoir, le pouvoir de la parole, elle a un pouvoir. Et je pense que ça existe partout dans le monde, même ici en Polynésie française. Et la femme, elle a le droit, elle a le pouvoir de faire ce qu'elle veut, elle a le droit de choisir, de manger ce qu'elle veut, aller avec qui elle veut. Et je pense qu'il faut qu'elle se libère. Libérez-vous, délivrez-vous. Montrez que la femme, elle est égale à l'homme. La femme, elle est intelligente, elle est belle, elle est forte. Je pense qu'ils sont jaloux, je pense qu'ils ont peur aussi que la femme ait ce pouvoir et égaux à eux. C'est ça que je vois. Alors qu'on est juste leur compagne, on n'est pas leur ennemi, on n'est pas leur adversaire. On est juste là, on existe et on existera toujours tant qu'on est une femme. C'est la plus belle chose que j'ai entendue dans ma vie, que le Seigneur a créée, c'est la plus belle chose, c'est la femme. Alors pourquoi faire ces choses-là? Elle existe. On est unique. Merci. Est-ce qu'il y a... Tu peux applaudir. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le public encore? D'autres interventions, d'autres remarques aussi? Sinon, on va laisser nos invités clôturer cette rencontre. Mariva, je te laisse reprendre la main. Merci à tous. Pour le mot de la fin, je vais vous laisser, je vais vous le laisser comme d'habitude. Donc cette table ronde s'intitule Les femmes océaniennes, survie, fantasme et avenir. Et j'aimerais parler d'avenir, si ça vous va. Pour vous, quelles sont les perspectives d'avenir que j'espère plus réjouissant pour les femmes océaniennes? Cécile, est-ce que tu veux commencer? Déjà avant, je voudrais dire que moi, je vois vraiment le lien entre nos trois films. Quand on parle justement de résistance, de résilience, de la capacité aussi des femmes à prendre soin de leur société, d'avoir cette vision globale et cette envie de finalement être très dans l'éducation, dans
la prévention. Je trouve que c'est vraiment une des forces des femmes et sur lesquelles je crois qu'on doit s'appuyer pour le changement de la société. Ce que l'intervenante disait tout à l'heure aussi, c'est elle prend soin de ses enfants et elle leur transmet certaines valeurs. Et c'est complètement le pouvoir aussi des femmes. Les femmes aussi ont cette capacité, elle parlait de pouvoir de la parole, mais c'est vrai, dans les échanges, dans le langage, elles ont cette facilité probablement à libérer la parole, à être dans la discussion, à être empathique, à être bienveillante. Et je trouvais donc justement dans le film de Marimari, qu'Evelyne, elle avait ce sens-là qui, à mon sens, est comme quelque chose de très intuitif et de très féminin. Moi, en tant que sage-femme, en tout cas, je le vis comme ça. Elle a complètement sa place en complément des hommes qui interviennent à ses côtés, mais je pense qu'elle le fait probablement encore mieux et très bien parce que c'est une femme. Ensuite, par rapport à la représentativité de la femme et des minorités, il y a aussi cette force d'action et ce levier qui importe vraiment. Parce qu'on a besoin de donner des exemples de femmes qui ont traversé ces épreuves, de montrer que voilà, la résilience est possible que d'autres chemins ou d'autres voies que la violence sont possibles. Et de pouvoir avoir des figures d'identification, c'est vraiment nécessaire. Et ça fait vivre aussi nos cultures océaniennes, ça fait grandir qui nous sommes, cette mise en visibilité de nos cultures, de nos langues, de nos manières de vivre. C'est vraiment très important et c'est un des leviers de la prévention. Donc, à mon sens, les films se complètent très bien et je sais pas si je réponds à ta question, mais voilà, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est que tout ça participe de la résistance et de l'espoir qu'on peut avoir. Merci Cécile. Paul, est-ce que tu veux rajouter un mot sur l'avenir des femmes, peut-être celui d'Evelyne d'abord et, Well, yes, I have lots of aspirations and dreams for what can happen in Papua New Guinea. As this panel suggests in its title, most of the women that I'm encountering and working with in the Highlands are in that survival mode. When asked what their aspirations, how they feel about their situation, the response is, I feel like I need to find food for my family today. I need to find a place for them to live. So it's at the other end of the spectrum. What gives me hope and you know, for the future, I guess, is that the strength of Evelyn, her ability to return and return again to work that would be impossible for many people. That strength is just incredible, and I think we can see, you know, something of, I hope, Papua New Guinea's future for women in a film like Lisa's that shows us the next steps, several steps away perhaps, but of course women are strong enough to lead that country, and if it was in the hands of women, I think we'd be dealing with a very different environment. It'll happen slowly, unfortunately, but it has to happen in Papua New Guinea for the country to survive. One of the women in the film, she's only in it briefly, she's the wife of Jared Salyu, a doctor up there, but she said, you know, women should protest. Women should say, okay, if you're going to kill us, then then you can make your own babies, men. You know, of course, women are the most precious, you know, sort of resources of our community. They give us our future, and until the communities in Papua New Guinea really understand the true value of women in their society, they're going to continue to have these struggles. Merci beaucoup, Paul, pour ces belles paroles. Lisa, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? So where is the hope? The hope is in the young people. You all have to save us. And it's
No pressure. You have to be so strong in your own autonomy. You have to vote, and you know that's our future. We have to, and all these storytelling is all part of it. We have to put all these. We have to explode the world with all these stories, especially now, and that's the hope. And we all need hope. Merci beaucoup Lisa. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette table ronde. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette rencontre avec chacun de vous. N'oubliez pas les films, donc Maidens, Marimari et Myrjana, la valeur d'une femme, sont tous les trois en compétition du festival. Ils sont diffusés dans les salles de la Maison de la Culture jusqu'à dimanche et en ligne sur FIFOTahiti.com jusqu'au 16 février. Donc si vous ne les avez pas encore vus, courez dans les salles ou courez vous abonner sur le site internet du FIFO. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine rencontre. Thank you very much. Et merci à Mareva pour cette modération. Donc merci tout le monde. On va passer à la suite de la programmation. Juste petite information pour les professionnels. Il va y avoir une rencontre avec TV5 dans l'espace professionnel. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, il y a une rencontre avec TV5 dans l'espace professionnel. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans cette salle pour assister à cela. Pour la suite de la programmation, il y aura une autre table ronde, tradition et conscience environnementale, la clé pour demain. Donc ce sera une table ronde avec Virginie Tetaofa et Hinano Murphy pour le film Te Punaora, la source de vie. Il y aura aussi Thomas Delorme et Sam Smith pour le film Oura, sauver l'oiseau des Australes, et Jalena Kinley pour Standing Above the Clouds. Et à la modération, la fantastique Myriama Bono. Donc voilà, ça va se passer dans quelques instants devant vous sur le PEP.